Jacques Arnoux, bonjour. Oh, Vous publiez En vérité, une conversation menée par Théo Moi. Chez Desclés de Brouwer. Vous êtes chargé de l'éthique au Centre national d'études spatiales, le CNES. Comment allons-nous accueillir les extraterrestres? eh bien, nous allons d'abord les écouter, sans doute, Hmm. parce que depuis très longtemps, nous écoutons le ciel, attendant un éventuel message de leur part ou qu'ils auraient envoyé par mégarde. Donc, nous allons d'abord les écouter. Peut-être qu'un jour, nous les accueillerons. J'ai déjà fait l'exercice. Oui, je sais. Et c'est... C'est pour ça que je vous pose la question. Évidemment, c'est un exercice. Mais quand vous jouez le jeu, Ouais. vous vous dites au fond, c'est un de mes leitmotivs, la question de l'autre est vraiment au cœur de l'existence humaine. Et quand on vous met en face d'un autre que vous imaginez, bien sûr, parce que vous ne le voyez pas, il Hmm. ne faut surtout pas faire l'exercice en imaginant quelle tête il a, mais en imaginant qu'est-ce que je vais lui dire, Hmm. quelles sont les questions que je vais lui poser, quelles sont les réponses que je vais donner à ces questions à lui, au bout de quelques heures, parce que l'exercice dure quelques heures, vous y croyez. Et quand sa voix s'atténue parce qu'il est en train de partir, Hmm. enfin le fictif, eh bien vous vous sentez tout seul. Et donc c'est une expérience extraordinaire. Parce qu'il est bien évident que la vie ailleurs, c'est de plus en plus évident. Plus on sonde l'espace, plus on se rend compte qu'il y a des traces d'eau, il y a des traces de... Et peut-être que cette vie ailleurs existe, et bien évidemment. Alors je n'oserais pas dire que c'est plus évident. Ouais. La probabilité augmente. Vous avez raison, nous découvrons dans l'univers les briques de ce qui est la vie, en tout cas la vie sur Terre, sont très présentes dans l'univers. Nous avons aussi des nombres de planètes qui se multiplient en permanence. Donc la probabilité. Mais vous savez, si vous jouez, au lieu de jouer au loto une fois par an, vous jouez une fois par mois ou une fois par semaine, vous augmentez les chances de gagner. Mais vous n'êtes pas sûr de gagner pour autant. Donc la question demeure. Existe-t-il? Les rencontrerons-nous un jour? Le futur nous le dira. Et Dieu dans tout ça? Eh ben, Dieu, je crois, a un immense sourire parce qu'il dit ben, les humains sont chouettes, parce que la question de l'autre, dont je parlais tout à l'heure, est vraiment présente au cœur de leur vie. Ils se la posent par moments par rapport à des extraterrestres parce que c'est sympathique pour leur imagination. Ils se la posent aussi au quotidien par rapport ben, voilà, la rencontre que je fais dans la rue avec l'autre, dans le métro, dans le bus, sur le trottoir. Euh, la rencontre de l'autre, et nous en parlions tout à l'heure, enfin, nous en parlions, oui, indirectement dans les actualités, l'autre qui est en fin de vie, Mm. parce qu'il est différent de moi, Mm. mais comment je l'accueille? Donc, voilà, c'est au cœur de nos vies. Philippe Baptiste, votre président au CNES, a signé une tribune avec le président de l'ADEME pour mettre en garde contre la pollution de l'atmosphère. Les déchets spatiaux constituent un vrai problème sur la magnétosphère. Or, vous remarquez dans votre ouvrage que le CNES est la seule agence à bénéficier d'un responsable éthique, vous. Pensez-vous qu'il urge de créer un réseau d'éthique international pour éviter, par exemple, qu'un Elon Musk balance des satellites à tout va et des satellites jetables et non recyclables? Bien sûr, alors ce réseau, d'une certaine manière, il existe depuis très longtemps, Oui. parce que nous l'ignorons, enfin, beaucoup d'entre nous l'ignorent peut-être encore, c'est que depuis la fin des années 60, en tout cas de manière explicite, il y a un traité de l'espace, il y a un droit spatial dans lequel est très clairement spécifié que nous devons agir en minimisant les impacts négatifs. Oui, Voilà, mais il faut, vous savez très ça a bien, été écrit, mais enfin, c'est oui, assez oui, violé en ce moment. euh, oui, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu exceptionnel dans l'espace, c'est que les pollueurs sont les principales victimes. Ça, c'est Mhm. quelque chose que nous connaissons mal sur Terre. Si tout à l'heure, en sortant de cette émission, je laisse un papier par terre sur le trottoir, ce sont ceux qui sont derrière moi qui vont éventuellement glisser dessus, se casser la figure, ou en tout cas, Ou le voilà, ramasser. ou les ramasser. Mais dans l'espace, c'est plus compliqué. Vous avez raison. Dans l'espace, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de justice qui fait que l'espace est nécessairement à usage commun. Donc, cette question des débris spatiaux est vraiment d'autant plus importante aujourd'hui que nous envoyons beaucoup plus d'engins que nous envoyions dans le passé. Euh, la prise de conscience est réelle. En même temps, vous avez parfaitement raison, il y a des responsables plus importants que les autres. Et en même temps, n'oublions pas qu'en permanence, nous, terriens, vous et moi, sommes des utilisateurs permanents du spatial. Donc nous sommes aussi en partie responsables de ce qui se passe dans l'espace. Et aussi, nous sommes membres d'une société publique.
dans lesquels il y a des débats publics, dans lesquels la parole, l'opinion publique peut avoir une action. Et j'y crois beaucoup. Et si depuis pas mal d'années, puisque vous le dites effectivement, je suis responsable des questions éthiques au CNES, aujourd'hui on a un comité d'éthique, ce qui est assez nouveau, encore plus nouveau dans le domaine spatial, et une fois encore c'est le CNES qui en a l'initiative, c'est que depuis pas mal d'années, eh bien, j'essaye d'alimenter cette opinion publique et ce débat public, parce que je suis convaincu qu'il y a des choses, en particulier par rapport aux sciences et aux techniques, qui peuvent évoluer sous la pression de l'opinion publique. Donc c'est très bien que vous en parliez, c'est très bien que mon président fasse une tribune, non pas pour dire on ne savait rien auparavant et c'est tout nouveau, pas du tout. Depuis les années 60, nous savons qu'il y a réellement un problème croissant. Mais il faut aujourd'hui que ce soit vraiment une prise de conscience collective. Je crois beaucoup au collectif. L'espace est au service du collectif, ne l'oublions pas. Alors nous avons évoqué Dieu, et il y a une figure qui revient plusieurs fois dans votre livre En vérité, c'est Teilhard de Chardin avec la messe sur le monde. Teilhard de Chardin est pour moi un compagnon de longue date. C'était même étrange parce que c'est un jésuite. C'est un jésuite. Mais oui, mais je suis un fils de jésuite. Mais oui, le plus drôle dans ma petite biographie, c'est que avant même d'avoir lu Teilhard, j'ai fréquenté, sans le savoir, un de ses plus grands compagnons qui était Pierre Leroy, auquel j'ai servi la messe en ne sachant pas qui était Pierre Leroy. Et ensuite, en découvrant Teilhard, et je me suis rendu compte que j'avais côtoyé Pierre Leroy. Je suis alors allé le retrouver peu de temps avant sa mort, et j'ai eu la chance, parce que c'est des questions de génération, de pouvoir tuiler des générations. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, Pierre Teilhard, moins que Pierre Leroy, m'a toujours accompagné. Et ça met sur le monde parce que c'est une vision cosmique. Absolument. Et on reboucle avec le spatial. Voilà, et on reboucle avec le spatial, et tout semble bouclé et non pas, tout semble tricoté dans votre vie et non pas des vies successives. Mais vous avez cette vie passionnante, vous avez vécu d'autres vies, c'est ce qu'on pourrait dire à 25 ans. Vous entrez dans l'ordre et prononcez après des études de théologie vos vœux pour rejoindre vos frères dominicains. Et là, vous allez encore avoir deux vies, celle de supérieur de la communauté et celle d'aumônier du nid dans l'accompagnement des prostituées. Alors, vous évoquez deux pans un peu différents en termes de timing. Mais tout se rejoint. Bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Mais c'est... Alors, racontez-nous. Vous parlez de supérieur. Alors, supérieur, chez les dominicains, on n'est jamais supérieur. On est au service de ses frères, réellement. Oui. Vous savez, quand on est prieur, d'abord, c'est les frères qui vous élisent. Dans l'Église, c'est pas toujours ce système-là. Vous n'êtes pas nommé. Donc, les frères vous font confiance et puis vous filent le boulot. Après, il faut aller les chercher pour qu'ils vous aident à faire le travail. C'est vraiment un service, mais un service magnifique. Moi, je souhaite à tous les frères d'être un jour prieurs, mais je ne souhaite pas à toutes les communautés d'avoir tous les frères comme prieurs. Oui. C'est pas dans les deux sens. Mais ils m'ont appris tant de choses. Oui, mais enfin, alors, avant d'être prieur, pendant que j'étais prieur, et aujourd'hui, je reste d'âme encore dominicain, mais je vois dans la vie d'entreprise, puisque je travaille au CNES depuis maintenant 25 ans, eh bien, j'applique, entre guillemets, des choses que mes frères m'ont appris dans la fonction de prieur. Je ne suis pas un manager, mais j'ai appris. Mais c'est une forme de management. Oui, c'est une forme de management, avec une particularité, c'est que vous vivez 24 heures sur 24 avec ceux que vous managez. Oui. Et donc, avec aussi, et là aussi, on rejoint les informations du jour, avec plusieurs générations. J'étais un des plus jeunes de ma communauté, et j'avais sous ma responsabilité des frères qui pouvaient être mes parents, voire mes grands-parents. Ah oui, il y a un vieux à un moment qui vous énerve, alors vous partez dans une colère incroyable pour essayer de le corriger, parce qu'il parlait très mal à la femme de ménage, et puis il se plaignait tout le temps, et comme il avait un petit héritage, il vous faisait bien comprendre qu'il pouvait se tirer à chaque moment. Alors, je ne sais pas si c'est un bon mode de management. En tout cas, je l'ai appliqué cette fois-là, en lui disant bien, cher frère, je vais me mettre en colère parce que ce que vous avez fait n'est pas admissible, comme vous venez de le raconter. Et c'est vrai que j'ai joué la colère de manière telle que je l'ai vu fondre. Et je pense qu'il a compris la leçon. Alors, il ne faut pas l'appliquer tout le temps. Mais voilà ce qu'on apprend. Non, parce qu'à un moment donné, vous vous prenez au jeu de la colère. C'est-à-dire que... Ah non, c'est resté un jeu. C'est-à-dire que quand j'ai vu que là, lui se demandait si c'était du lard ou du cochon, si vous me permettez l'expression, quand j'ai vu que ça commençait à prendre, je me suis arrêté immédiatement. Mais en fait, c'est mes amis gendarmes qui m'avaient appris ça. Il faut toujours être au-dessus de la violence de l'autre, mais s'arrêter dès que ça s'abaisse. Jean-François Rode. Est-ce que je peux me revenir juste un petit peu en arrière? Parce que dans la première partie, je trouve ça vraiment formidable qu'un organisme public comme le CNES
créer un poste pour réfléchir à l'éthique spatiale. C'est vraiment, je trouve, à remarquer, à souligner et à approuver. Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire quand même, racontez-nous un peu, expliquez-nous un peu ce que c'est que l'éthique spatiale. Vous avez une bonne formule, j'ai remarqué dans votre livre, je ne sais pas si je la lis, mais vous allez nous répondre en direct. Mais page 81, par exemple, vous dites ceci. Nous sommes rapidement mis d'accord pour privilégier une posture interrogative qui se déclinerait en 3 questions. Pour quelles raisons, pour quel objectif concevons-nous et réalisons-nous un programme spatial? À quels moyens avons-nous recours? Quelles en sont les conséquences prévues ou non, positives ou négatives? Eh bien, c'est vrai qu'on se dit toujours un peu, enfin, au début, pour un profane, on se dit une éthique spatiale, c'est quoi? Là, vous êtes bien clair. Mais vous avez répondu à votre propre question, si je peux me permettre. J'ai été frappé par ce c'est-à-dire que vous écriviez là. Voilà, tout à l'heure, on parlait de... Imaginez qu'on rencontre un extraterrestre. Imaginez que vous rencontriez vos nouveaux collègues, ingénieurs du CNES, avec certains des parcours assez extraordinaires pour les plus anciens, ou engagés dans des programmes, c'est lancer des fusées Ariane, lancer des sondes vers des comètes, enfin c'est des choses que vous ne maîtrisez, en tout cas que moi je ne maîtrise pas du tout et que je maîtrisais encore moins il y a quelques années. Et vous débarquez avec l'étiquette Monsieur Éthique. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est des images plutôt négatives. C'est le monsieur qui va nous empêcher de réaliser ce qu'on veut. Parce qu'un ingénieur, il a des défis. Il veut être capable de faire des choses qui jusque-là n'ont pas été faites. Oui, il va au bout de son processus. Voilà. Et donc, un peu coûte que coûte. Donc, on se dit, le monsieur éthique, il va dire stop, stop, stop. Donc, assez rapidement. Avant même de commencer, j'ai écarté cette il ne s'agit pas de produire des avis limitant l'imagination, limitant les choses. D'où le choix d'une posture interrogative. On va ensemble, et je vais vous donner l'alibi pour vous revenir au début de votre propos. Pourquoi faites-vous ceci, cela? Quel est l'objectif? Quelle est la raison d'être, pour utiliser des termes qu'on entend souvent aujourd'hui? Mais aussi, comme vous le disiez, quels sont les moyens qu'on va choisir? Parce qu'il y a évidemment des moyens qui sont plus ou moins bons. On parle aujourd'hui développement durable, RSE, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais ça va dans cette dimension-là. Et puis les conséquences. Vous parliez à l'instant des débris spatiaux. Oui, nous connaissions, c'est un des premiers sujets qu'on a traités. Donc, mais arriver avec la posture, vous me citez, mais la posture de l'interrogation. Oui. Ce qui fait que souvent, c'est vrai, quand je vais faire une conférence ou rencontre des gens, on me dit, mais après, une fois l'exercice fait, mais vous n'avez pas répondu aux questions, ou il reste plein de questions. Donc j'ai réussi. Parce que les réponses... En fait, c'est très socratique. Mais bien sûr. Mais je n'ai rien inventé. Parce qu'un ingénieur, je suis ingénieur dans le domaine de l'agronomie, mais il pense avant d'agir, il pense en agissant et il pense après avoir agi. Sinon, c'est pas un ingénieur, c'est un robot. Un robot pense pas. Et comme on disait, ça s'applique à d'autres domaines, en médecine, etc. On dit toujours un peu, quand on sait faire, on a envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, et pas toujours en se posant la question de savoir pourquoi et avec quelles conséquences. Oui. Encore, on évoquait tout à l'heure la fin de vie. Mais jusqu'à la fin de vie, la question du pourquoi demeurer. La question du sens, c'est essentiel. Je n'ai jamais oublié ce que nous disons au moment d'entrer dans la vie dominicaine. Le novice se présente à la communauté des frères et à la question posée par le provincial « Que demandes-tu » il répond « La miséricorde de Dieu est la vôtre ». Et là, vous avez des moments saisissants sur la miséricorde, parce qu'on sent que c'est un exercice difficile auquel vous vous employez tout le temps, notamment dans la rue, quand vous côtoyez le monde de la nuit. La miséricorde que nous demandons au début du noviciat est une des nombreuses figures prises par la charité, par l'amour, et comme telle doit impérativement être associée à la vérité. Nous en revenons toujours à la même double exigence. Et plus loin, car la miséricorde n'est vraiment pas de tout repos. Elle est une sensibilité particulière que nous pouvons développer à l'égard d'autrui pour tenter d'en partager les sentiments, les passions, les bonheurs et les malheurs. Elle a donc quelque chose de commun avec ce que nous appelons habituellement la sympathie ou encore la compassion. Toutefois, la miséricorde est aussi un élan, une motion au sens strict du terme, et elle ne se contente pas de sentir, de ressentir, elle pousse aussi à aller au-devant et à agir. C'est ça qui vous motive? Oui. Ouais.
Donc, allez... Absolument. Je ne peux pas vous répondre autre chose que oui. Oui, non, mais je lis votre déclaration de foi parce elle est extrêmement forte. Et lorsque parce qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles, lorsque vous allez dans la nuit rencontrer les femmes du trottoir, et pour être là, simplement, vous êtes le seul homme pratiquement à aller dans des bistrots où il n'y a que des femmes. Et à un moment, on dit, mais c'est qui Et on dit, oh, c'est le frère Jacques. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est des moments... Vous avez été accueillis par elle, en fait. Hein, ou en tout cas, Absolument. par la plupart d'entre elles. Je ne suis jamais allé quelque part sans y être invité. Je n'ai jamais posé la moindre question indiscrète. Il y a des questions techniques, quelquefois. Oui, parce qu'on vous demande un coup de main et il faut savoir ce qu'il en est. Mais... et ça continue. Enfin, je suis très ému en vous parlant. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai retrouvé une d'entre elles que j'ai longuement fréquentée il y a quelques semaines. Je lui ai parlé parce qu'il y avait une histoire simplement technique. Elle m'a dit on ne vous voit plus. Vous nous avez oubliés. Et hier soir, en la retrouvant dans un café tout à fait normal, je lui ai dit écoutez, je ne vous ai pas oublié et je suis peiné de vous avoir fait de la peine. Non, mais allez-y, invitez-moi, relancez-moi, et merci de m'avoir donné un coup de pied dans les fesses, si vous me permettez l'expression. Parce que la miséricorde, et quand vous citez, le mouvement, il ne s'arrête jamais. Oui. Je suis têtu dans c'est-à-dire que les liens qui ont été créés parfois depuis très longtemps, je ne veux pas les interrompre volontairement. Si la personne me dit je ne veux plus vous voir, très bien, vous ne me verrez plus. Mais dites-le moi. Parce que tant que vous ne m'avez pas dit « je ne veux plus vous voir », ça peut arriver. Eh bien, je serai là. Le prêtre est un homme seul pour que l'homme ne le soit pas, dit, je ne sais plus quel dramaturge dans cette formidable pièce. Vous avez quitté l'ordre, vous avez rencontré Catherine, vous avez quitté l'ordre, vous êtes mariés. Et ce que vous venez de nous raconter montre que vous avez une disponibilité qui est moindre par rapport à celle que vous aviez lorsque vous étiez complètement dans l'ordre. Quand vous étiez aumônier du nid, vous étiez beaucoup plus libre la nuit de rencontrer les femmes qui avaient besoin de cette parole qu'aujourd'hui. Oui, de ce point de vue strictement du temps, parce que j'ai considéré que le jour où je n'étais plus prêtre, l'une des, comment dirais-je, pas la raison, mais ce qui me permettait d'être effectivement dans certains endroits, par rapport à elle, n'était par rapport à elle, n'était plus là, donc je n'avais pas à faire croire que je l'étais encore. C'est pas pour autant que les ponts étaient rompus. Parce qu'après, il faut laisser du temps aussi. Moi, je suis un vieux forestier. J'ai le temps. En tout cas, je sais que la vie a le temps. Je peux disparaître et les choses continuent. Les arbres continuent à pousser. Quelques années après avoir quitté le trottoir, parce que j'avais gardé des liens, une d'entre elles décède, je l'ai au téléphone une semaine avant sa mort. Et quand il y a une cérémonie religieuse à Saint-Leu-Saint-Gilles, dans les rues de Paris, je vais à cette cérémonie, je reprends contact avec elle, avec un certain nombre de ses consoeurs, et quelques semaines passent, elle m'invite à un anniversaire en me disant « mais on veut que Catherine vienne ». Bien sûr. Et donc le lien continue. Alors il est différent en même temps, tout change. J'étais hier soir rue Saint-Denis, j'étais hier soir rue Blondel. En 10 ans ou 15 ans, les choses ont changé. Aujourd'hui, si je voulais dire je vais passer une soirée, mais il y a beaucoup moins de dames sur le trottoir, où je pouvais en une soirée rencontrer énormément et je pouvais déambuler toute la soirée. Mais là, il faut d'autres manières d'accompagner. Donc, et puis en même temps, bien sûr, je ne suis plus sur le trottoir, je ne fais plus le trottoir, comme je disais évidemment, après avoir fait 17 ans, mais aussi d'autres milieux que j'ai découverts, dans lesquels je crois être présent et dans lesquels j'essaie d'appliquer la même chose. On ne va pas parler de miséricorde, mais on va parler aussi de sympathie, de motion. Vous vous engagez.
Ce que je raconte n'est pas, pour moi, strictement lié au fait d'un sacerdoce. Hmm. C'est lié, c'est simplement humain. Alors, les femmes tiennent une grande place dans votre vie. Il y a cette vieille religieuse, Laurent, je crois, qui vous absout. Ce serait pas mal que les femmes ayant consacré leur vie à Dieu puissent confesser. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila, à Marie-Madeleine, voire la Vierge Marie. J'aimerais bien me confesser à des personnes comme ça. Alors la Madre et Mère Marguerite, d'ailleurs c'est très amusant parce que depuis que j'écris ce livre, il y a des gens qui m'ont dit bah oui je l'ai connue, etc. Donc, Ah oui. un personnage très haut en couleur, oui je considère que c'est ma mère spirituelle parce que elle avait aussi une compassion avec tous ceux qui venaient auprès d'elle. Oui, c'est elle qui un jour m'a dit j'ai demandé à mon confesseur de venir me voir et je lui ai donné l'absolution. Mais ça c'est voilà, c'est les esprits élevés. Oui, parce qu'on arrive sur la question du service. Et Le oui. service du frère et de la sœur. Et le prêtre a ce service particulier auprès du frère et de la sœur. Bon, après, j'ai quelques pages où je m'inquiète de ce retour, peut-être d'une forme de sacralisation De ce sacralisation, service, oui. qui est, à mon avis, contre-productif par rapport au service. D'abord, être auprès de ses frères et sœurs. Et vous posez la question très simplement, que dire ensuite de la place des femmes dans l'Église catholique Mhm. au regard de celle qu'elles occupent dans nos sociétés? On ne peut pas être juste l'Église dans un coin et la société qui l'entoure, voire qui l'envahit. D'autant plus que je ne suis pas un spécialiste de la question d'un point de vue dogmatique et histoire du dogme. Mais nous rendons bien compte, nous savons bien que dans l'histoire de l'Église, il y a des moments où les femmes ont une place et une action beaucoup plus reconnue. Je ne parle même pas des grandes figures, parce qu'il y a des grandes figures, les quelques... Alors, on dit oui, mais les docteurs de l'Église, bien sûr, on est dans les grandes figures. Et c'est important de se rappeler, mais aussi dans les figures quotidiennes, et même dans les services de l'Église. Voilà, je dis bien toujours, je reviens sur le mot de service. Est-ce que nous avons vraiment au cœur de notre souci le service du frère et de la sœur? Et je le racontais encore il y a quelques jours, nous voyons bien que dans nos sociétés, même si je me détache de l'aspect strictement de la tradition chrétienne, de la tradition catholique, nos frères humains, nos sœurs humaines, nous les humains, nous avons besoin de poser des gestes particuliers qui relèvent du culte, qui relèvent du rite. Et pour cela, il y a des gens qui ont la charge de ça. Et nous devons l'assumer, c'est un service mutuel. Acceptons-le. En effet, des rites profanes et religieux pour accompagner l'exploration de l'espace ont été réalisés sur Terre. Je pense à la bénédiction des équipages avant leur départ de la base de Baïkonour, aux cierges allumés dans l'église de Kourou en Guyane avant le décollage des premières fusées Ariane, à la consultation des horoscopes pour fixer la date d'un lancement, ou encore à la lecture du livre de la Genèse lors de la première rotation autour de la Lune, ou encore à la communion de Buzz Aldrin avant d'aller poser le pied sur notre satellite, à l'envoi d'une icône orthodoxe à bord d'une station orbitale. Ces rites, ces pratiques illustrent et même soulignent le besoin que peut être le nôtre de souligner l'importance que nous accordons à une action, à un événement qui, d'une manière ou d'une autre, sorte de l'ordinaire. Nous savons, nous pressentons que nous approchons, ou parfois même que nous dépassons les limites habituelles de nos connaissances, de nos compétences, de nos capacités. Nous touchons à l'extraordinaire, au surnaturel, et nous tenons à l'indiquer. C'est merveilleusement écrit. Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller voler sur l'étape de la procure? Juste un petit mot encore pour nos auditeurs, mais vraiment très rapide, pour dire que le titre que vous avez choisi, En vérité, est vraiment approprié. Et c'est pas souvent qu'on a un livre qui raconte un itinéraire quand même un peu compliqué. Riche. Très riche, bien sûr. Je me dis simplement, souvent on a beaucoup de polémiques, ou on a des combats. Là, vous avez un discours très clair, très vrai, le plus près possible de votre expérience. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, je le remarque beaucoup, quoi. En vérité, vous avez écrit ce livre En vérité. Vous avez une minute pour présenter trois livres. Alors, j'en présente au moins un, parce que c'est le moment. Camille Faucon a fait un livre qui s'appelle Le Ressuscité, figure d'une présence autre. C'est au Cerf, dans la collection Lire la Bible. Camille Faucon est un grand professeur belge de Louvain. Et il a fait donc un dossier extrêmement fouillé sur toutes les apparitions pascales. Et là, il y en a beaucoup finalement. On les lit régulièrement à la messe. Là, il les étudie à fond. Et ce qui est bien, c'est qu'il entoure ça d'une recherche sur la croyance en la résurrection dans l'Ancien Testament, surtout à la non-croyance pendant longtemps. Comment c'est arrivé? Même Jésus avec les Sadducéens, parce qu'au temps de Jésus, un certain nombre de Sadducéens ne croyaient pas.
Et puis, il a une réflexion sur l'historicité, c'est vraiment un très bon livre, un livre source qu'il faut avoir sous la main quand on veut méditer ou quand on veut faire une homélie sur les apparitions du Christ. Rappelez-nous l'éditeur. Le Cerf. Oh bah alors, Collection. Lire la Bible. Voilà, j'entends le générique. Je Merci. parlerai de deux autres la fois prochaine. Promis, je vous laisserai plus de temps, mais il faut dire qu'avec Jacques Arnoux, on est tellement passionnés que ça prend un peu plus de temps. Merci beaucoup, Jacques Arnoux, pour ces entretiens avec Théo Moi, publiés sous le titre En vérité chez Desclés de Brouwer. Merci Jean-François Rode pour votre qualité de lecteur toujours. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Faustine, François Dieudonné et Philippe Malpeuch pour la réussite technique. Quant à nous, nous irons demain au théâtre, c'est vendredi. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.